Bien, bonjour à tout le monde. Je me présente, je suis Christian Germain, je suis retraité, mais mandataire judiciaire dans le cadre d'une association qui se trouve à Boulogne, mandataire bénévole. Et je suis en même temps président de l'AT 92, c'est l'association de tutelle des Hauts-de-Seine qui emploie 64 salariés. Ce soir, je vais vous parler des mesures de protection. J'espère répondre à vos questions. Je vais le faire de façon générale dans un premier temps. Je sais que plusieurs d'entre vous sont plus intéressés par l'habilitation familiale que par les mesures de protection elles-mêmes. Et je crois qu'il est important de resituer tout dans le cadre de la réglementation sur la protection juridique. Alors, normalement, Anaëlle va mettre des slides en partagé. Oui, Et je vais vous donner juste quelques petits renseignements chiffrés. C'est, voilà, vous allez le voir. Euh, voilà. Donc, les renseignements chiffrés, c'est pour vous dire que en 2023, je n'ai pas de chiffre plus récent, mais en 2023, il y avait 1 million de personnes qui étaient sous protection juridique. C'est vous dire l'ampleur que ça prend. Et comme c'est un secret de polichinelle de dire que la population vieillit, on se rend compte que plus on vieillit et plus on a besoin d'être mis sous protection juridique pour éviter les abus de certaines personnes. Ce chiffre donc est en augmentation régulière. Vous aurez cette présentation avec les différents chiffres clés. Il y a 32 900 mesures de curatelle qui ont été prononcées en 2022. Il y a 28 898 mesures de tutelle. Il y a 260 sauvegardes de justice. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres parce que ce n'est pas très passionnant. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'au milieu de tout ça, il y a 37 000 habilitations familiales. Et ça, c'est important parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus prononcé dès lors que la famille s'entend. Sur les Hauts-de-Seine particulièrement, je vous aurai les chiffres. On a eu en 2022 3 300 mesures suivies par les associations et en 2023, c'est à peu près le même chiffre. Donc, ce qui est important sur les Hauts-de-Seine, c'est de noter le nombre de mandataires indépendants qui est en forte progression, puisqu'on l'est à 65 en 2023 et qu'on va passer à un chiffre supérieur, puisque régulièrement maintenant, il y a des mandataires indépendants qui sont nommés. Voilà ce que je peux dire sur le cadre général. France, alors les différents types de protection, vous en avez deux. Vous avez la protection contractuelle, qui est la plus facile à mettre en œuvre, c'est très souvent la procuration et le mandat de protection future pour soi ou pour autrui. Et puis les protections administratives avec les mesures d'accompagnement judiciaire et les mesures d'accompagnement social personnalisé. Ces différents types de protection, on va commencer par la procuration, c'est ce qu'il y a de plus simple, mais c'est ce qui est le plus dangereux. Pourquoi? Parce que vous avez une procuration en général pour gérer les comptes, mais vous n'avez aucun contrôle si vous n'êtes pas, si c'est pas vous qui détenez la procuration, et il n'y a aucun contrôle sur l'utilisation qui est faite de cette procuration. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, la procuration ne permet pas d'effectuer tous les actes. Et même avec une procuration, il faut quelquefois authentifier cette procuration, ce qui n'est pas toujours facile quand la personne n'est plus en état de réagir parce qu'elle a des troubles cognitifs importants. C'est pour ça que par rapport à ça, on verra comment régler ça avec les mandats de protection, que ce soit curatelle ou tutelle, et je viendrai dans le détail. Le mandat de protection future pour soi ou pour autrui, c'est quand la personne est en état de réfléchir et en état de, de conscience, elle n'est pas encore en trouble cognitif important, elle peut vouloir désigner son mandataire quand elle ne sera plus en état de gérer seule ou ses biens ou sa santé. Le mandat de protection future apparaît très bien sur le papier. Il a un inconvénient majeur, c'est que d'abord, il n'y a pas de registre des mandats de protection future. Donc, s'il y a un conflit de mandataires que le juge va nommer quelqu'un et non pas le mandataire qui a été choisi par la personne, il n'y aura aucun recours et il y aura un conflit de mandataires. Et la deuxième chose, c'est
que le mandat de protection future permet de savoir qui va gérer la personne, mais il faut suivre la même procédure que pour faire désigner un mandataire. Si je ne suis pas clair, vous essayez de m'arrêter, mais comme je ne vois personne, c'est pas forcément très facile. Mais Juste essayez en- de lever la main si vous avez des questions, sinon on y D'accord. reviendra à la fin de l'exposé. Il y a une petite question, Monsieur Germain. Quelqu'un demande qu'est-ce qu'un mandataire indépendant? Un mandataire indépendant, c'est un mandataire qui est nommé enfin, qui est nommé, qui a passé évidemment son certificat national de compétences, ça comme tout mandataire judiciaire, qui a prêté serment et qui est à son compte. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans une association, mais il est à son compte et il gère un certain nombre de dossiers lui-même ou avec des salariés, mais il y en a très peu qui ont des salariés en plus, mais il gère ces dossiers lui-même. Alors que dans une association, ce sont les salariés, les mandataires salariés qui gèrent, et quand un mandataire salarié s'en va, le dossier reste à l'association qui va désigner un autre mandataire. C'est ça la grosse différence. Après, il y a une différence de rémunération, mais qui ne concerne pas les personnes protégées, puisque le calcul de la rémunération pour les personnes protégées est un calcul qui est réglementé, mais ils ont une rémunération un peu différente de l'État par rapport aux associations. D'accord. Bon. Les mesures de protection administrative, c'est les mesures d'accompagnement judiciaire, c'est les mesures d'accompagnement social personnalisé. Mm. Donc, le mandat de protection future, c'est ce que je vous disais. Il y a, en plus, j'ai oublié, il y a peu de succès auprès des notaires parce qu'ils ne sont pas bien rémunérés et surtout, il n'y a pas le fichier national. Mm. Donc, après les différents types de protection, on passe à la mesure d'accompagnement social personnalisé, qui est la première des mesures qui va aider les personnes qui commencent à avoir des difficultés. La caractéristique, c'est qu'elle est conçue pour être de courte durée. C'est une première mesure avant qu'on voit si la personne a des problèmes psychologiques qui nécessitent une protection ou si c'est passager. C'est en fait un contrat entre les services sociaux du département et la personne concernée. Pardon, mais euh, ce sont des contrats qui vont permettre d'orienter vers une mesure d'accompagnement, une mesure de protection et surtout vers le degré de la mesure de protection. Ce contrat est conclu pour 6 mois, entre 6 mois et 2 ans, il peut être renouvelé et à la fin, on va proposer aux bénéficiaires une gestion de ces prestations sociales et un accompagnement pour mettre en œuvre les services sociaux du département. En fait, on va l'aider dans les démarches administratives. La protection, on distingue trois sortes de mesures d'accompagnement spécialisées. Le contrat de base dont l'objectif est de favoriser l'insertion sociale, la MASP avec gestion, donc le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et gérer pour son compte toute ou partie des prestations sociales qu'il perçoit et les affecter en priorité au paiement des loyers. Ça s'adresse souvent à des gens qui, dès qu'ils reçoivent leur pension de retraite ou leur allocation, vont le dépenser et vont oublier de payer le loyer. La MASP 3, c'est une contrainte, elle concerne le bénéficiaire qui est récalcitrant, ça arrive, et à ce moment-là, en général, ça se transforme tout de suite en mesure de protection. La mesure d'accompagnement judiciaire a obligatoirement, enfin, c'est une mesure qui est plus contraignante. Ce n'est plus un contrat, c'est une décision judiciaire. Et ça, c'est important parce qu'on va le voir après dans les mesures de protection, il y a un aspect de traumatisme dès lors que ça passe par le juge et que le juge ordonne la mesure d'accompagnement. Donc, en général, les mesures d'accompagnement judiciaire, c'est pour la gestion du budget et c'est pour la gestion des allocations familiales. Je passe parce que c'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus, mais je pourrais y revenir et on va arriver sur les différentes mesures de protection juridique. Alors d'abord, on commence par la sauvegarde de justice. La sauvegarde de justice, c'est une mesure provisoire qui est décidée par le juge pour permettre de commencer à regarder le dossier. Donc, le mandataire qui va être désigné va
faire l'inventaire de l'ensemble du patrimoine et des dettes de la personne, va contacter les différents créancier va contacter les différents partenaires, parce qu'ils ne sont pas forcément créanciers, mais que ce soit le téléphone, l'EDF, etc., pour récolter les différentes factures et voir quel budget ils peuvent faire et comment il va pouvoir aider. Cette période de sauvegarde judiciaire va permettre au mandataire de se rendre compte si la personne est capable de s'assumer, a envie de s'assumer ou au contraire ne peut plus rien faire elle-même. Et à ce moment-là, il y aura une décision du juge à la fin de la sauvegarde. À la fin de la sauvegarde de justice, la décision du juge sera de mettre la personne sous curatelle, de la mettre sous tutelle ou de la mettre sous curatelle renforcée. On reviendra dessus. La sauvegarde de justice médicale, c'était un peu particulier. C'est pour protéger la personne par rapport à ceux qui peuvent abuser d'elle et qui peuvent lui faire faire des actes qui sont contraires à ses propres intérêts. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire sur la sauvegarde de justice. C'est un mandat spécial. La personne, elle conserve l'exercice de ses droits, sauf ceux qui sont confiés au mandataire. Alors ça, c'est typiquement juridique parce que on vous dit, elle conserve ses droits, mais en réalité, dans l'ordonnance de sauvegarde de justice, tout est quasiment donné au mandataire pour qu'il puisse agir. Et en revanche, le MJPM, c'est-à-dire le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, doit exécuter tout ce qui est demandé dans l'ordonnance. Voilà ce que je peux dire. Enfin, vous arrivez à lire de la même façon que moi. Et cette sauvegarde donc va, au bout d'un certain temps, le mandataire va passer devant le juge pour lui dire comment s'est passée la période de sauvegarde de justice et surtout lui dire à son avis, s'il pense qu'il vaut mieux une curatelle renforcée ou une tutelle. Le principe de la curatelle, c'est c'est ce que dit la loi, c'est d'essayer d'avoir une mesure temporaire pour ramener la personne protégée à une vie, entre guillemets, normale, mais autonome. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être un passager, et à ce moment-là, on a des ordonnances où on lève la curatelle, mais ça peut être aussi définitif. Donc, dans la curatelle, il y a plusieurs mesures. La curatelle simple, qui va en fait être un accompagnement de la personne protégée dans tous ses actes de gestion et de disposition. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un acte de gestion et de disposition? La gestion, c'est le côté quotidien, et la disposition, c'est la vente de biens ou la vente d'actions, de portefeuille du patrimoine. En curatelle simple, elle garde la possibilité de tout faire et le curateur est censé l'accompagner et le conseiller. C'est pas très facile parce que là, il peut y avoir un conflit. La personne se rend compte que elle a quelqu'un qui ne la laisse plus complètement libre et elle peut s'opposer de temps en temps ou essayer de faire des actions dans le dos du curateur qui n'est pas toujours au courant. Mais le curateur, lui, aura prévenu, et je sais que c'est une des questions, il aura prévenu un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas accepter les actes de la personne si ils ne sont pas contresignés par son curateur. La curatelle renforcée est un peu plus compliquée et un peu plus traumatisante parce que la personne protégée ne dispose plus d'accès à ses comptes bancaires. Et ça, quand c'est brutal, parce que c'est une décision et que c'est exécutoire immédiatement, ça veut dire que le curateur, lui, va avoir la signature bancaire, il va gérer les entrées et les sorties des comptes en banque, des recettes et des dépenses. Donc, ce qui veut dire que la personne protégée ne peut plus effectuer de dépenses en dehors de ses dépenses courantes, de ce qu'on appelle l'argent nulli,
c'est-à-dire que pour ses courses de nourriture, si elle fait ses courses de nourriture, ou c'est que son coiffeur, enfin, les choses de la vie courante, c'est ce qu'on appelle l'argent de poche. Mais tout le reste, tout ce qui est dépensé de façon récurrente, je pense au téléphone, à l'électricité, au loyer, tout ça, ça passe par le curateur. La curatelle aménagée, c'est une mesure entre la curatelle simple et la curatelle renforcée. En général, la curatelle aménagée, c'est plus pour la gestion des biens et la gestion de la personne. Et peut être donné à quelqu'un d'autre ou peut être faite par la personne elle-même. Quand je dis la gestion de la personne, c'est le mandataire. Il est chargé aussi de surveiller que la personne se soigne bien et qu'elle n'a pas de problème de santé. Et cette curatelle aménagée, c'est dans l'objectif d'essayer de supprimer la mesure de protection si elle n'est plus nécessaire à un moment donné. La plus grosse mesure, la plus contraignante, c'est évidemment la tutelle, puisque la tutelle, la personne protégée ne peut plus rien exercer elle-même, elle est représentée par le mandataire judiciaire. Ça, c'est important parce que le mandataire judiciaire se substitue complètement à la personne. Il va gérer l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses. Il va décider de lui-même s'il y a des biens à vendre pour gérer le budget. Mais il n'y a que deux domaines sur lesquels il ne peut pas intervenir, où la personne est encore libre, c'est le choix de son domicile et son droit de vote. Christian, Mais, est-ce que je peux t'interrompre 30 secondes? oui, vas-y, vas-y. Je suis Caroline Langlois et je suis administratrice aussi de la T92. Quand on en arrive au sujet des tutelles, qui est un sujet très sensible, mais c'est vrai aussi pour les curateurs, peut-être que tu l'as dit au début et que je l'ai mal entendu, les personnes qui sont désignées par le juge pour être tuteurs ou curateurs ne sont pas uniquement des mandataires judiciaires. Ça peut aussi être des tuteurs ou des curateurs familiaux. On va y arriver après. Voilà, ce sont les mêmes règles, C'est mais pareil, ce sont les voilà. mêmes règles, mais on va y arriver parce que là, pour l'instant, j'ai parlé de la mesure sans parler de la personne qui la Ok, gérait. voilà, parce que Parce c'est que je vais sinon insister sur l'habilitation quand on familiale. entend, c'est un peu angoissant, quoi. Ben, si je le dis, c'est parce que ça veut dire qu'il y a aussi une façon d'aborder la chose en discutant avec, en essayant de mettre un peu d'humain dedans, parce que vous avez un certain nombre de mandataires, et la profession est très décriée, donc j'en suis parfaitement conscient. Il y a un certain nombre de mandataires qui ne voient que le côté administratif et bloquent sur l'aspect humain. Ce qui est important, et ça, on y reviendra, et Caroline, qui est administratrice aussi à la T92, sait que c'est une de mes préoccupations, c'est d'essayer de trouver des relais pour que, quand c'est un mandataire extérieur, la personne protégée ne soit pas isolée, mais elle puisse avoir un contact, un intermédiaire qui agisse entre la personne protégée et le mandataire. Pour l'instant, je reviendrai après sur l'habilitation familiale parce que je pense que c'est là-dessus que vous avez le plus de questions et le plus de. Et moi, je peux vous y guider un peu. Et là, je vous ferai pas, je m'en excuse d'avance, un peu de mon expérience parce que je suis moi-même, j'ai plusieurs types de personnes protégées que j'ai eu ou que j'ai actuellement, et notamment avec un lien familial assez fort pour une des personnes. Donc, je reviens sur la tutelle. Le mandataire qui est désigné par le juge ne peut pas faire ce qu'il veut. Il a d'abord un certain nombre de comptes à rendre au juge ou au greffe, et surtout, il ne peut pas disposer du patrimoine de la personne sans autorisation du juge. Je vous prends un exemple. Je vais faire chez une de mes protégées des gros travaux et pour ça, il faut que je prenne sur son assurance vie pour adapter son appartement à son handicap. Eh bien, j'ai l'autorisation du juge. Je n'avais pas besoin pour dépenser les gros travaux, il l'aurait vu dans le compte de gestion,
mais pour pouvoir prendre sur l'assurance vie, je ne peux pas aller à la banque et dire je voudrais prendre sur l'assurance vie. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est qu'en tutelle, il faut l'autorisation du juge pour faire des donations et pour faire son testament. Le tuteur ne peut pas accepter, ne peut pas assister la personne protégée pour le testament, ni la représenter. C'est la seule exception. Donc, vous voyez un petit résumé. La personne seule fait les actes d'administration en curatelle et en tutelle, c'est le tuteur. Les actes de disposition, la personne protégée le fait, mais assister son curateur, alors qu'en tutelle, c'est le tuteur. Et puis, pour certains actes, l'accord du juge est obligatoire pour les deux mesures, les deux types de mesures, c'est la résiliation du bail, etc. Alors, l'habilitation familiale, c'est une mesure de tutelle, mais qui s'adresse à l'environnement familial. Ça, c'est très important parce que c'est très spécifique sur les personnes qui peuvent être désignées. Les personnes qui peuvent être habilitées, c'est les ascendants, les descendants, les collatéraux frères et sœurs et le conjoint, partenaire du Pacs ou concubin, mais c'est tout. Je voyais quelqu'un cet après-midi qui me dit qu'il voulait être le tuteur d'un de ses très bons amis, et son ami voulait, le juge a refusé. Il a dit, vous n'êtes pas de la famille, vous n'avez pas le droit. Mais vous voyez que ça va même plus loin, puisque les neveux et nièces, le beau-frère ou la belle-sœur, le gendre ou la belle-fille, n'ont pas le droit d'être en habilitation familiale. Ça, c'est assez important. Alors, oui, non. Pour pouvoir être en habilitation familiale et que le juge décide, déjà, il faut remplir les conditions que je viens de vous donner, mais surtout, il faut montrer qu'il n'y a pas d'opposition dans la famille entre ceux qui pourraient être dans les proches de la personne protégée. Je m'explique. Quand vous avez une personne avec plusieurs enfants et que les enfants ne s'entendent pas entre eux, même si facialement ils le font, le juge nommera un mandataire extérieur. Donc, moi, je l'ai conseillé sur une de mes amies qui prenait la tutelle de sa mère. Je lui ai dit, fais faire un mot par ta sœur pour que, comme ça, le juge te désignera sans aucun problème. C'est ce qui s'est passé. Vous voyez, donc ça fait partie des petites règles, des petites astuces. Mais ce qui est important, c'est de voir que cette habilitation familiale, d'abord, c'est une mesure qui est simplifiée par rapport au mandataire extérieur, que c'est une mesure qui est favorisée par les juges pour une raison très simple, c'est que ça leur donne moins de travail dans le contrôle et surtout, c'est une mesure qui est simplifiée parce que les contraintes pour le tuteur familial ne sont pas les mêmes que pour le tuteur extérieur. Je m'explique, il y a un certain nombre d'actes administratifs, de rapports que l'on doit faire, qu'on n'a pas besoin de faire en tant que tuteur familial. On doit juste présenter des comptes pour montrer qu'il n'y a pas eu de détournement. Mais il n'y a pas d'obligation d'inventaire au démarrage, il n'y a pas d'obligation, le CRG, c'est le compte rendu de gestion. En revanche, depuis le décret du 2 juillet qui a été publié le 3 juillet 2024, il peut y avoir un contrôle externe. Le juge peut demander à ce qu'il y ait un contrôle externe. Ce contrôle externe, il sera fait par des sociétés ou des organismes habilités ou des mandataires indépendants. On a une petite question. Qu'est-ce qu'un des actes de disposition? L'acte de disposition, alors c'est pour ça que l'acte de disposition, c'est quand vous disposez d'un bien de votre patrimoine ou d'un bien qui va toucher votre vie immédiate. Je prends l'acte de disposition, c'est la vente de son appartement, mais c'est aussi la résiliation du bail parce que vous partez en EHPAD. Et ça, c'est l'autorisation du juge. Vous ne pouvez pas résilier le bail de l'habitation principale de la personne protégée de vous-même si vous n'avez pas l'autorisation du juge. Je peux le dire à titre aussi d'expérience.
c'est des décisions du juge qui vont très vite parce que c'est pas la peine de payer à la fois l'EHPAD et à la fois l'appartement. Mais il faut une autorisation pour pouvoir résilier le bail. L'acte de disposition, c'est aussi prélever de l'argent sur l'assurance vie, c'est voilà, c'est vendre un bien, enfin, c'est tout ça. Est-ce que je réponds à la question? Mm. Oui, Alors, je vous ai parlé de contrôle de la mesure de protection. Il y a quelque chose qui est peu connu encore ou qui est peu utilisé, c'est le mandataire subrogé. Le mandataire subrogé, c'est le juge va le nommer en même temps que le mandataire principal et il va contrôler ce que fait le mandataire. Et ça, c'est important, notamment quand on a quand on est parent et qu'on fait euh, et qu'on a un enfant qui est sous protection juridique et, euh, et on anticipe, alors je le donne parce que c'est un exemple que j'ai moi en tant que mandataire, on anticipe l'après-soi. Et c'est compliqué parce que ça veut dire qu'on a l'impression de perdre son rôle de père ou de mère et qui était le mandataire en habilitation familiale, mais pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème pour le jour où on disparaît, ce qui s'est passé moi dans le cadre de ce que j'ai pris en charge, la personne a demandé à ce que ce soit une association qui prenne le mandat de justice, le mandat de protection, et il s'est fait nommer mandataire subrogé. Ce qui fait qu'il contrôle, c'est le père, il contrôle l'ensemble de ce qui se passe euh, sur les comptes de son enfant. Et ça, c'est important parce que il y a la mesure, il y a à la fois l'aspect de traumatisme, entre guillemets, par rapport à la mesure de protection, y compris pour la personne protégée, parce qu'elle voit que ce n'est plus ses parents qui sont le tuteur, c'est un tiers extérieur qui rentre dans sa vie privée. Mais c'est important aussi pour les parents parce qu'ils ne perdent pas complètement le contrôle de leur enfant. Et ça, c'est quelque chose que je recommande et ça permet de vérifier les comptes du mandataire et d'être sûr que le mandataire euh, agisse en bonne et due forme. Donc, pour être désigné subrogé, c'est souvent le conseil de famille, s'il y a un conseil de famille, et si il n'y a personne qui peut être subrogé, on peut aussi demander à ce que ce soit un tiers mandataire qui soit subrogé. Mm. Alors, tout ça, c'est très gentil, mais quels sont les contrôles que l'on a? Parce que on peut se dire, tel que je viens de le présenter, que le mandataire, il a tous les droits, il peut prendre l'argent du protégé, et on l'entend souvent, le mandataire ne va pas prendre l'argent et la personne protégée n'a plus d'argent du tout. Alors, c'est pas vrai. D'abord parce que le mandataire ne prend pas l'argent pour lui, mais il gère l'argent. Le compte bancaire est toujours au nom de la personne protégée, qui est marqué sous curatelle ou sous tutelle, mais euh, ce n'est pas un compte du curateur dans lequel tous les fonds sont mélangés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le curateur ou le subrogé curateur ou le subrogé tuteur, non seulement il va surveiller les actes passés, mais il va assister aussi la personne protégée s'il y a une opposition entre les intérêts de la personne protégée et son curateur ou son tuteur. Et puis, il doit être informé et consulté, ça c'est normal, et il doit co-signer les actes, enfin les comptes rendus qui sont euh, établis par le mandataire judiciaire externe. Donc, il vérifie les comptes de gestion, enfin, il vérifie comme un comptable. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Alors, comment on met en œuvre, donc vous voyez dans le plan, on en est là, mise en œuvre des protections et fin de la mesure. Alors, la mise en œuvre d'une mesure de protection, elle se fait par
par la famille, c'est l'habilitation familiale. Et on a au sein de la T92 un service spécialement dédié pour le soutien des tuteurs familiaux et pour les renseigner, leur donner conseil. Donc, n'hésitez pas, le jour où vous en avez besoin, c'est gratuit et c'est très utile. La mise en œuvre de la mesure de protection, ben, c'est les professionnels qui sont répertoriés sur une liste. N'importe qui ne peut pas s'instaurer mandataire judiciaire sans d'abord avoir son diplôme, sans avoir prêté serment, mais surtout sans être inscrit sur une liste établie par le préfet. Et cette liste, elle fait l'objet d'un arrêté qui est publié tous les ans par la DRIES. La DRIES, c'est la Direction régionale de l'emploi et de l'économie sociale. Sur le département du 92, vous avez 5 associations tutélaires. La T92, je ne le dis pas par cocorico, mais c'est la première en termes de nombre de mesures. L'UDAF 92, la TBB qui est spécialisée sur Boulogne-Billancourt et qui est très particulière puisque ses mandataires sont bénévoles. L'AT du troisième âge qui est à Neuilly et Nouvelle Voie qui se trouve à Meudon. Et puis vous avez 69 mandataires libéraux. Et vous avez enfin quelque chose qui est méconnu, mais vous avez des préposés d'établissement au sein des hôpitaux qui sont mandataires, et il y en a à Corentin-Selton, à Paul Guiraud et à Louis Mourier. Alors, comment mettons en œuvre une mesure de protection? Vous êtes souvent, enfin moi c'est toutes les questions qu'on me pose régulièrement, voilà, mes parents, je ne parle pas des enfants handicapés, c'est encore différent. Mais mes parents vieillissent, comment faire pour les mettre sous protection? On ne peut pas s'en occuper, patati patata. Alors, la mesure de protection, elle est obligatoirement décidée par le juge de proximité ou le juge qu'on appelle le juge des tutelles. Il est saisi soit par la personne elle-même, mais ça peut exister, mais c'est assez rare, soit par la personne qui vit en couple avec la personne à protéger, soit par un parent ou allié, soit par une personne qui entretient avec le majeur des liens étroits et stables, mais ça, il faut le prouver, soit par la personne qui exerce déjà une mesure de protection juridique, si elle est déjà mise sous protection juridique. C'est ce qu'on appelle l'aggravation de la mesure. La personne est sous curatelle renforcée. Il faut qu'elle passe sous tutelle parce qu'elle n'est plus capable de signer quoi que ce soit. C'est en général le mandataire qui va faire la demande de changement de mesure. Ça peut être demandé par le procureur de la République. Ça peut être aussi saisi quand j'ai mis les personnes entretenant avec le majeur des liens étroits. Ça peut être l'assistante sociale du département. C'est les assistantes sociales qui sont dans les services sociaux du territoire au conseil départemental et qui peuvent saisir le juge. Moi, j'ai récupéré un SDF comme ça, le juge avait été saisi en accord avec lui, mais avait été saisi par l'assistante sociale. Pour pouvoir saisir le juge, au-delà des formulaires, ce que je ne vous décrirai pas, il faut un certificat médical circonstancié. Ce certificat médical est établi par un médecin qui est sur une liste publiée sur le département et dont les honoraires sont tarifés, c'est-à-dire que c'est quand même pas donné, puisque c'est 190 € la consultation, et ce médecin va examiner la personne et va établir son rapport pour orienter le juge vers la mesure de protection à décider. Et il faut évidemment après des tas de documents, mais enfin ça, je ne vous apprendrai rien, nous sommes dans un secteur assez administratif. Il peut y avoir des fins de mesure. Alors, la fin de mesure la plus courante, c'est en effet le décès de la personne, mais il peut arriver qu'il y ait une main levée de la mesure. La main levée de la mesure peut être de deux niveaux. Premièrement, parce que la personne déménage et auquel cas, ce n'est plus le même mandataire qui va la suivre, mais ça peut être aussi parce que la personne n'a plus besoin de protection. Comme je vous le disais tout à l'heure, le mandataire a réussi à ramener la personne à une vie autonome et donc il n'y a plus besoin qu'il soit sous curatelle ou sous curatelle renforcée. Il peut y avoir, ce que je vous disais, le déménagement, je n'avais pas lu mon slide jusqu'au bout, le déménagement, le changement de mandataire. Alors le changement de mandataire, ça peut se faire aussi quand la personne protégée ne s'entend pas avec son mandataire
à ce moment-là, elle peut demander, mais en le justifiant, à changer de mandataire et elle peut même proposer un autre mandataire si elle en connaît. Le mandataire judiciaire, lui, il a donc un certain nombre de missions à remplir en fonction de ce que lui demande l'ordonnance. Mais ses missions principales, c'est d'abord de faire un inventaire des biens pour être sûr qu'il n'y ait pas de disparition, parce qu'il n'y a rien de plus facile que de faire disparaître par des gens qui ont accès à l'appartement, de faire disparaître des objets de valeur, ou, dans le sens inverse, la personne dit, bah, il y avait des objets de valeur, mais ils n'y sont plus. Ça peut arriver. C'est pour ça que l'inventaire est indispensable à faire au démarrage. Ça permet aussi de valoriser les choses. La deuxième mission du mandataire, c'est d'informer tous les gens qui gravitent autour de la personne protégée, que ce soit les fournisseurs, les créanciers, parce que tout le courrier doit être rapatrié chez le mandataire. Et ça, c'est compliqué. Alors, quand je dis tout le courrier, c'est le courrier administratif. Le courrier personnel reste dans la boîte aux lettres de la personne protégée et le mandataire doit avoir la délicatesse de ne pas ouvrir quand c'est une lettre visiblement personnelle. Le mandataire va établir un budget annuel en fonction des recettes et des dépenses obligatoires pour voir de combien la personne protégée va pouvoir disposer dans ce qu'on appelle l'argent de vie pour ses dépenses courantes. Le mandataire va gérer donc les ressources et les dépenses, et va essayer de voir dans le cadre d'un document quels sont les objectifs, quelles sont les ambitions, quelles sont les raisons d'être de la personne protégée et quels sont ses objectifs de vie. Alors, c'est très compliqué quand vous êtes sur une personne âgée qui est dans un EHPAD, qui n'est pas toujours à des troubles cognitifs, de lui dire quels sont vos projets de vie, parce qu'il n'y en a plus beaucoup malheureusement. Mais il peut y en avoir. Moi, j'ai un protégé qui a 56 ans. J'essaye de voir avec lui quels pourraient être ses projets de vie. Bon, je ne m'étendrai pas dessus, mais ça en fait partie. Et ça va permettre de travailler sur l'autonomie du majeur, comme je vous le disais. Et puis le mandataire, ben, il doit faire de l'administratif. Donc, il y a plusieurs documents. Il y a le document individuel de protection des majeurs. Ce document individuel est établi avec le majeur pour savoir quel est son projet de vie, mais pour savoir aussi quel est son entourage, enfin, essayer de faire sa connaissance plus approfondie. Et ce document doit être modifié à chaque changement important dans son projet de vie. Le deuxième de ce document, c'est le compte-rendu de gestion. Ça, c'est très important parce que c'est un compte-rendu qui va reprendre chaque année le montant des dépenses, le montant des recettes, avec la ventilation des dépenses et des recettes, pour savoir comment est suivi le budget de la personne. Et puis, il y a un compte-rendu de diligence qui est fait une fois par an, qui est en fait le travail du mandataire. Comment il a vu la personne, quelles sont ses relations avec la personne et quels sont les événements marquants de la personne ou de son entourage. Je vous prends un exemple. Si la personne part en EHPAD, eh bien, c'est vrai que c'est un événement marquant, mais il peut y en avoir d'autres. Alors, sans aller dans les extrêmes que j'ai connus, où moi j'ai été obligé de faire des procédures judiciaires contre des proches de la personne, il peut y avoir comme élément marquant des acquisitions ou la volonté de déménager ou la volonté de changer d'organisme d'auxiliaire de vie. Enfin, ça, et puis, selon les requêtes des juges ou selon les demandes, il peut y avoir des rapports spécifiques sur certaines choses. Sachez aussi que le juge ne laisse pas les mesures comme ça. Il peut convoquer le mandataire pour avoir un état, faire ce qu'on appelle une revue de dossier avec lui. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que le mandataire, il n'est pas lâché dans la nature. C'est un peu la théorie, parce que dans la réalité, il y a tellement de dossiers et les juges sont tellement débordés qu'ils ne le font pas systématiquement. Mais moi, ça m'est arrivé d'être convoqué chez le juge.
Voilà ce que je peux dire. Alors, juste, qui sommes-nous? Je ne sais pas si vous nous connaissez. Bon, on est une association de tutelle. On a donc un certain nombre de mandataires salariés, plus des salariés pour faire la gestion administrative. On a un service de soutien aux tuteurs familiaux et on a des mesures d'accompagnement spécifiques. Donc, on est aujourd'hui, on gère 1800 personnes dans le département des Hauts-de-Seine et on a un service de soutien aux aidants avec 200 interventions annuelles. On est soumis à la loi, bien sûr. On est un établissement relevant des catégories des établissements médico-sociaux et on engrange entre 250 et 300 mesures nouvelles par an et on en perd à peu près autant. Voilà, au 31 décembre 2024, on avait 47 sauvegardes de justice, je sais pas si ça vous passionne, 617 tutelles et 945 curatelles renforcées. C'est là où vous voyez qu'on est quand même, il y a deux mesures particulières qui se détachent du lot. Voilà ce que je peux vous dire très rapidement. Vous aurez tous les. Alors, je n'ai pas donné mon numéro de téléphone parce que d'habitude, c'est vrai que je suis en direct, mais elle pourra vous le donner si vous avez besoin d'informations autres qui vous reviennent après. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse discuter, que j'essaye de répondre à vos questions. Je ne vous garantis pas de répondre à toutes vos questions, mais Alors, juste, on a une petite question par rapport à ce que vous venez de dire. Quel est le coût pour le protéger? alors, le coût pour le protéger est un calcul savant et hyper compliqué qui dépend à la fois de sa recette, enfin de ses revenus, à la fois de ses placements, sauf sur le compte sur livret, mais notamment de l'assurance vie, sauf l'assurance vie handicapée. Il y a une assurance vie spécifique pour les personnes handicapées et ses biens immobiliers. Et je ne serais pas capable de vous dire combien, de vous faire un devis, entre guillemets, c'est réglementé par la loi et pour vous donner une idée, ça peut aller euh, de 0 euros, voire 7 euros. Moi, j'ai un protégé qui paye 7 euros par an, hein, à 4 000 euros par an. Mais la personne a des biens et elle a des revenus. Est-ce que l'on peut vous poser une question? Ah, bien sûr, je vais essayer même d'enlever, je ne sais plus comment on peut. Ah, j'arrête le partage. Voilà. Comme ça me permet de D'accord. voir qui pose la question. Allez-y. Bien, voilà, que nous conseillez-vous? Nous avons 3 enfants, 2 garçons et une fille handicapée sous tutelle depuis son plus jeune âge. Nous sommes propriétaires de l'appartement, mais je crois avoir entendu parler que pour Viviane, enfin pour notre fille, c'était pas très bon de recevoir, d'être ah, Héritière de l'appartement? oui, d'être, j'arrive pas à trouver le truc, Qu'elle fait partie des héritiers. oui, C'est ça que tu veux dire. voilà, c'est ça, oui, qu'elle fasse partie des héritiers de C'est pas, l'appartement. c'est pas bon qu'elle soit notée dans les héritiers, c'est ça que tu veux dire. Alors, vous posez Les deux héritiers questions là, madame. Premièrement, vous dites que votre fille est sous tutelle. Elle est sous tutelle familiale ou elle est sous non, tutelle. familiale, je suis sa tutrice. D'accord, vous Et êtes sa tutrice. depuis l'année dernière, mon mari est sous-tuteur. Oui, Voilà, vous êtes pas parfaitement dans la norme. Alors, vous posez une question de succession en parlant de l'appartement. Est-ce que c'est pour la succession que vous voulez vous anticiper ou est-ce que c'est pour une donation? Excusez-moi de rentrer dans le détail, mais c'est parce que si c'est une donation, vous êtes obligé de faire une donation, ce qu'on appelle la donation partage entre vos enfants. Et à ce moment-là, si vous ne voulez pas que sur l'appartement, il faudra compenser la valeur de l'appartement par un équivalent autre, mais vous devez donner la même chose à vos enfants pour qu'il n'y ait pas de problème au moment de la succession. Si c'est au moment de la succession,
vous ne pouvez pas déshériter un enfant. Oui, ça je sais, oui. Donc, C'est-à-dire que, oui, c'est pour la succession, mais on ne peut, pour l'instant, on ne peut pas, on n'a pas les moyens de faire des donations. Il faudrait que l'on vende l'appartement pour faire la donation. Donc, c'est tout un système. Là, on recherche d'avoir peut-être une location pour pouvoir refaire l'appartement et le vendre. Et à ce moment-là, on fera les donations. Alors, je pense, mais là, excusez-moi, mais c'est un appartement où vous vivez dedans. oui, 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 bien oui. sûr, oui. Donc, si vous vivez dedans, vous n'avez pas intérêt à le vendre. Ah, si, mais on a des problèmes de santé qui nous contraignent à le vendre. Ah, Oui, d'accord. oui. Ma femme ne peut plus descendre les marches et les monter, donc on a souhaité trouver une location où il n'y avait pas ce problème-là, et là on vendrait. Mais la question de ma femme, c'est de savoir, je suppose, quand on va vendre, si la somme de cet appartement, elle doit être partagée entre les 3 enfants, dont notre fille qui est handicapée, ou on n'est pas obligé de… Mais peut-être en donation, alors, à ce moment-là. Excusez-moi, mais là, l'appartement, il vous appartient à vous, il n'appartient Oui, pas à vos Oui, enfants. non, non, à Donc, nous. donc, vous n'avez rien à donner à vos enfants de façon obligatoire. Après, c'est votre oui, décision. Ah oui, Vous oui, voulez c'est le vrai. donner en donation partage ou pas. ah Oui. oui. Et Si ça, par exemple, si on reste en location, ma foi, on vendra l'appartement et on fera en donation partage, oui. mais à ce moment-là, vous le faites en donation partage. Mais si vous voulez, vous pouvez pas, enfin, vous pouvez toujours essayer de faire une donation sans la donner à votre fille handicapée, mais Oui, ça voudrait dire qu'au moment de l'héritage, vos fils devront rapporter ce qu'ils ont Mm. donné, ce non, qu'ils non, ont mais je reçu. viens donner à ma fille. Mais simplement, si par exemple on restait dans cet appartement ou si on rachetait directement un autre appartement, enfin peu importe, que les enfants héritent de l'appartement, on m'a dit que c'était très mauvais pour Viviane, pour la fille. Si je Il peux me faut, permettre, si je peux elle me peut, permettre de elle compléter, peut, elle peut hériter d'argent, mais pas de mobilier. Voilà. en fait, si je peux me permettre de compléter, oui, enfin, là où vous avez raison, c'est que si vous faites, au moment de votre décès, il y a une succession, il y a l'appartement, si l'appartement est encore là et qu'il est vendu, votre intérêt, c'est de placer l'argent de votre fille dans une assurance épargne handicap. Oui, ben ça, C'est une forme la d'assurance compagnie n'a vie qui est pas. réservée aux personnes en situation de handicap. Et par ailleurs, la reconnaissance du fait qu'elle est handicapée fait qu'elle aura un abattement fiscal plus important que les autres enfants au moment de la succession. Donc, en fait, ce qu'il ne faut pas faire, c'est laisser un enfant avec de l'immobilier. Ça, c'est vrai. Mais Ah ben par voilà. contre, si vous pouvez Voilà. transformer de l'immobilier en numéraire, En à ce argent. moment-là, vous Ah faites oui, d'accord. cette D'accord. assurance. Non, c'est D'accord. parfait, Oui, c'est bah, bien. parfait. C'est ce que l'on voulait savoir, oui, oui. Hmm. Oui, parce que justement, Bon, bon, tu voulais dire autre chose, parce qu'il n'y a pas non, que toi, hein. non, non, mais non, moi, c'était ça que je voulais savoir, c'est tout. Je vous remercie. Oui. Juste, il y a trois petites questions qui ont été posées un peu plus tôt et après je vois que Yann lève la main. Donc, il y a une question très rapide. Mon fils est sous curatelle renforcée et a une carte bancaire. Est-ce normal? Alors, il a une carte bancaire, c'est une carte de retrait qu'il doit avoir, et pas une carte bleue. D'accord. Et la seconde question, c'est Si notre... c'est une Normalement, c'est carte ça. bleue, hein, On ne il donne peut. pas de carte bancaire, sauf exception, mais le principe, c'est que on gère avec deux comptes bancaires. Un compte sur lequel C'est il y a ça, les ça va. recettes et les dépenses, et un compte, ce qu'on appelle le compte carte, Alors, qui ça est va. un compte sur lequel le mandataire va verser Comment dépenser ici? régulièrement de l'argent, et la personne protégée peut tirer avec une carte de retrait l'argent un montant sur lequel ils sont mis d'accord avec le mandataire. Attends. Ben, je sais pas, il a une carte bleue, je dirais Ouais, normale, hein, il a il laissé paye finir avec ça. Ouais, parce que sans autrement, contact quand il part, parce qu'il est au foyer à Mars-Osseux et
quand ils partent en loisir, machin, ils payent avec sa carte bancaire, hein. Eh ben, la logique ne voudrait pas qu'ils puissent le faire. Là, après, il peut y avoir une exception. Moi, j'ai un protégé, je lui ai mis une carte bancaire parce que ça le rassurait. C'est un handicapé psychique fort. Ça le rassurait d'avoir sa carte bleue comme avant. Donc, je me suis mis d'accord, c'est celui qui a encore ses parents, je me suis mis d'accord avec les parents et je surveille qu'ils ne prélèvent pas trop d'argent pour que le compte soit approvisionné, c'est tout. Mais ça, c'est l'exception. La règle, c'est ils ont une carte de retrait. D'accord. Et autre petite question, notre fille est sous tutelle, nous sommes co-tuteurs. Est-ce intéressant de passer en habilitation familiale lors du renouvellement de la tutelle, plus souple? Là, ils sont avec un tuteur extérieur. La fille est avec un tuteur. Le tuteur est un tuteur extérieur. Non, non, ils sont co-tuteurs. Les parents sont co-tuteurs. Oh, bah alors, ça revient. Il n'y a pas de solution plus souple puisque c'est de l'habilitation familiale, ça. Puisque ce sont les parents. Ils sont tuteurs. En fait, oui, c'est plus souple parce que l'habilitation familiale, vous n'avez pas besoin de rendre des comptes au juge chaque année. Par contre, il faut que le juge l'accepte. Et en fait, il y a des juges qui sont assez réticents à utiliser l'habilitation familiale et d'autres qui sont très pro-habilitation familiale. C'est plus facile de démarrer tout de suite, par exemple, quand quelqu'un passe à la majorité, quand quelqu'un a besoin d'être sous mesure de protection et qu'il arrive à l'âge de la majorité, de commencer par demander tout de suite une habilitation familiale que d'obtenir une habilitation familiale en cours de protection. Mais ça peut arriver, oui. L'allocation qu'elle reçoit. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Anaëlle? Il y en avait une troisième. Pas pour le moment, mais j'ai vu que Yann levait la main. Je ne sais pas si c'était une erreur. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Je ne sais plus où est Yann. Est-ce qu'il... Mais non, c'était... J'aperçois Huguette qui lève la main, c'est ça? Non, non, je ne lève pas la main. Est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Oui, c'est Huguette. Oui, elle levait bien la main. Au sujet des cartes. Oui. Et ma fille qui est sous curatelle renforcée, elle a Oui. bien une carte. Alors, c'est avec la poste, il existe les cartes protectrices qu'on alimente, mais qui fonctionnent comme une carte bleue. Mais avec un plafond assez faible, parce que normalement, c'est pas possible de faire des dépenses. On paye par espèce. Mais nous, les cartes que l'on utilise pour les protéger sont des cartes de retrait. Non. Mais bon, non, on les alimente et ils s'en servent comme une carte bleue. Ils peuvent payer. Et... C'est ça revient au même qu'une carte de retrait, Christian. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que les comptes soient toujours alimentés pour pouvoir. Il y a aussi un système qui est très très bien ici, qui sont des cartes où les dépenses ne sont débitées que pour autant qu'il y a l'argent sur le compte, qui sont des cartes. Alors, je vais vous retrouver le nom. Ce sont des cartes que l'on peut ouvrir notamment, y compris dans les débits de tabac. Attendez, je vais vous retrouver ça. Une carte nickel, je crois. Voilà, c'est une carte nickel. Et l'avantage, c'est que là, alors, ça n'empêche pas que quelqu'un peut quand même dépenser tout son argent en début de mois, et ça, c'est quand même fortement à éviter. Mais c'est vrai que toutes les cartes qui ne sont pas à débit différé sont plus sécurisantes. Alors, l'inconvénient de la carte nickel, c'est que on ne peut pas être deux à consulter le compte. Donc, c'est-à-dire que le mandataire ne pourra pas consulter le compte nickel. Et ça, c'est un inconvénient. Ça, c'est sûr que c'est embêtant. Voilà, c'est pour ça que je le dis, parce que dans ces cas-là, il ferme le compte assez rapidement. Ça m'est arrivé, moi, sur un protégé,
je ne pouvais pas consulter le compte. Ils m'ont dit, ben, on ferme le compte. Alors, là, il y a une question. Si l'habilitation familiale est mise en place quelques mois après les 18 ans du jeune, quels sont les impacts pendant les quelques mois de latence? Ben, c'est une période à risque, hein, c'est sûr. Oui, là, moi, je peux rien dire. C'est pour ça qu'il vaut toujours mieux commencer les démarches avant les 18 ans. C'est-à-dire qu'il faut si on pense qu'effectivement, il vaut mieux que la personne ne se retrouve pas dans la situation de latence dont vous parlez, avec les jeunes, il faut commencer les démarches avant les 18 ans pour que la mesure rentre en vigueur dès les 18 ans. Voilà. Oui, bonjour, j'avais une question. Oui, allez-y. Oui, bonjour monsieur. Bon, d'abord, merci beaucoup parce que je suis complètement novice en la matière et je m'occupe de ma sœur suite au décès de sa maman qui a un handicap. Et en fait, je voulais savoir, alors, j'envisage pas de mesure de protection quelconque pour l'instant parce que elle n'en a pas besoin, mais si demain, parce qu'elle a beaucoup de problèmes de santé quand même récurrents depuis la naissance suite à une méningite, si demain je dois faire appel à... Alors, j'ai reçu le mail, là, le juge tribunal judiciaire de Versailles, donc tout va bien. Et donc, vous êtes AT 92, mais est-ce qu'il existe un AT 78, puisque nous sommes dans les Yvelines, je ne sais pas. Oui, sûrement. Vous avez de toute façon le même principe. Dans nous, c'est 92, mais vous en avez dans tous les départements et vous avez aussi tous les UDAF qui sont dans les départements et qui ont des mandataires. Oui, Mais, il y en a un. Dans le 28, il y a un UDAF. c'est pas le 28, hein, c'est le 78, les Le Yvelines. 78, pardon. Et il y a alors vous dites, c'est... Je Alors, pourrais vous donner l'adresse de l'AT du 78 si vous voulez. bah, écoutez, oui, parfait. Ce sera... Je Je ne sais pas. transmettrai ça à Anaël et qui vous le transmettra. D'accord, d'accord, d'accord. Parce que c'est. Mais normalement, vous l'avez même. Vous avez des listes de. Enfin, je regarderai la liste des habilitations des mandataires qu'il y Oui, a. je pourrais demander également à l'ESAT où elle travaille, à l'ESAT à Meudon, il doit avoir Ils vous ça, le je donnent. pense. Ah, elle travaille à Meudon, mais Meudon, c'est le 92. Oui, alors donc si ça se trouve, si Et j'ai elle, elle besoin, habite, ce serait et bien. elle habite le 78. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Donc, les actes de Meudon, elle vous donnera sur. Ah, il peut y avoir, elle peut connaître aussi dans le 78. Ouais, ouais. Je regarde et si je l'ai, je vous Oui, l'envoie. bon. De toute façon, il y a pas d'urgence puisque je ne prévois pas d'action particulière pour l'instant puisque ça se passe bien. Et puis, si vous n'avez pas de prédilection pour tel ou tel type de mandataire, c'est le juge qui va vous le désigner, hein, le D'accord, jour où vous décidez. Mais d'accord. sachez qu'en effet, le mandataire doit être du ressort du lieu d'habitation. Ouais, d'accord. Très bien, très bien. Et donc, quand vous Merci. changez de département, vous changez de juge et donc vous changez de mandataire. D'accord. Très bien, très bien. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie. On a deux petites questions. Pour avoir droit à l'assurance handicap, quel doit être le taux de handicap? Cela fonctionne-t-il s'il est inférieur à 80%? Je n'ai pas la réponse, je pense que oui, mais on va se renseigner et on va vous répondre. Si vous regardez, ça s'appelle une assurance épargne handicap et il doit y avoir les conditions, parce que ce sont des conditions réglementaires, donc on doit pouvoir les trouver, y compris sur Internet. Mais si vous Oui. voulez, on vous répondra avec Anaël après. Oui. Et la seconde question, mon fils est actuellement sous habilitation familiale. Quand nous déménagerons en changeant de département, devons-nous faire une nouvelle demande d'habilitation? Ah oui. Oui, parce que tout ça, ça dépend du juge du département, enfin, ou de la ville. Euh, si vous voulez, je vois sur le 92, vous avez un certain nombre de tribunaux, donc vous dépendez d'un tribunal. Donc, si vous déménagez, vous devez demander le changement. La mutation, ça se fait sans problème. Puisque c'est de l'habilitation familiale, il n'y aura pas de changement de mandataire. Mais vous devez me demander, puisque vous allez vous référer à un autre juge, donc il y aura le transfert du dossier. Écoute, Christian, merci beaucoup parce que vraiment, ça a Merci. été
très riche et très précis et très complet. Je Ben, pense j'espère que qu'on a tous beaucoup apprécié ton intervention. je reste à votre disposition si vous avez des questions personnelles. N'hésitez pas, Anaël, vous donner mon numéro de téléphone. Je le fais beaucoup, je vais vous dire, avec les petits frères des Paux, parce que on a commencé un partenariat à la T92 avec les petits frères des Paux pour à la fois leur faciliter la vie, parce qu'eux-mêmes se trouvent coincés avec les gens et ne savent pas toujours quel est le mandataire, et pour créer le lien entre le mandataire et la personne protégée. Eh bien, je peux vous dire que depuis qu'on a commencé ça, j'ai un nombre de coups de fil pour savoir comment il faut faire, intéressant. Donc, n'hésitez pas. Je ne dis pas que je réponds à chaque fois, mais je rappelle si je n'ai pas pu répondre. Merci beaucoup. Et bonne. Ah ben voilà, le contrat. C'est moi qui vous remercie. Jérôme Fougera, en effet, je viens d'aller voir Oui. sur le site des impôts. Donc, il n'est pas spécifié le Non, pourcentage non. de handicap. Non, il est non. juste spécifié que le handicap ne doit pas permettre de gagner sa vie normalement. Voilà. Donc, en fait, ça marche. Hein. Et franchement, c'est extrêmement important et utile parce qu'une fois que les parents sont plus là et que l'assurance est nécessaire, elle ne rentre pas en compte dans les sommes qui sont ensuite récupérables par l'État. Ni elle ne rentre pas non plus en compte dans l'évaluation d'un certain nombre de prestations, notamment ni dans le calcul des émoluments de la tutelle. Absolument. Enfin, et ni dans le calcul des contributions aux frais de foyer. Donc, c'est important. Merci beaucoup. Eh bien, je vous en prie. Néanmoins, on peut ajouter, si vous permettez, pour le contrat épargne handicap, notre fille est sous tutelle et donc nous avons dû demander au juge une autorisation de verser sur ce contrat épargne handicap des sommes qui sont définies par avance. Donc, et c'est assez compliqué de faire évoluer ces sommes. C'est-à-dire que, à titre d'exemple, on verse 2 500 € par an. Eh bien, pour pouvoir changer ce montant, il faut qu'on ait une ordonnance du juge. Et si par hasard vous avez un versement important à réaliser, qui soit ponctuel, il faut une ordonnance du juge absolument, pour pouvoir faire ce versement. Mais donc, moi, c'est la même chose. Et ça va même plus loin. La juge a dit dans quel type de placement on avait droit. Par exemple, évidemment, le placement est majoritairement des fonds euros. Et si on veut changer, il faut de nouveau repasser devant le juge. Oui, je sais. Mais enfin, en même temps… Pour les placements, oui. Je suis étonné de ce que vous dites. Je suis étonné de ce que vous dites pour les versements sur le compte d'épargne. Parce que… sur le contrat épargne handicap, oui, tout à fait. On a une ordonnance. Ça m'inquiète un tout petit peu pour un de mes protégés parce que ses parents versent assez régulièrement et que je n'ai jamais demandé l'autorisation du juge. Alors, vous ne dites rien, vous ne faites rien et personne ne vous embêtera parce qu'à partir du moment où nous, on a mis ça à l'affaire et l'affaire nous a demandé expressément l'ordonnance du juge. Donc, si votre assurance, dans le cadre du contrat épargne handicap, ne vous demande rien, surtout ne dites rien et ne demandez rien. Oui, c'est pour ça que, parce que je ne vous cache pas que c'est assez rare d'avoir des protégés où il y a de l'argent qui tombe comme ça régulièrement. Et là, je leur ai dit, versez-le directement. Mais je ne savais pas qu'il fallait l'autorisation du juge. Bon. Mais enfin, je le note quand même pour moi s'il y a un problème. Je vous quitte. Bonne soirée. Et merci Caroline. À bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci infiniment, monsieur. Merci, monsieur Germain. Merci.